Nous étions à l'origine enracinés dans la nature. Cependant, aujourd'hui, nous ne nous y aventurons plus, ou en tout cas pas assez. Pour reprendre contact avec notre monde naturel, nous avons besoin de beaucoup de temps et qu'un vaste territoire s'offre à nous. Je pars pour une vraie escapade, une quête en solitaire hors des sentiers battus. Et si je me perds, c'est tant mieux. Je pars à la recherche de l'esprit naturel d'une montagne et l'esprit naturel du vivant à travers le temps, sur 4 saisons. Ce massif du Mont Pilat est un parc régional avec une surface de plus de 700 km². Aucun sommet ne porte le nom de Pilat. Le point culminant est le crêt de la Perdrix. Le massif aurait pu s'appeler le Mont Perdrix, mais à mon avis, comme vous allez le voir, cela reste un point de vue discutable. Une caractéristique de ce massif est les énormes éboulis de granit que l'on nomme les Shiras, vus ici encore sous la neige. Avant de partir en haut vers les Shiras, j'attends un redout. Quand la neige fond, l'eau des hauts plateaux ruisselle pour former une multitude de sources, et c'est ici, dans ce ravin profond du massif, que l'on trouve cette haute cascade spectaculaire, le Saut de Gier. Je suis venu ici pour rencontrer Bernard Etlicher, géologue. Les pentes de ce ravin sont envahies par des éboulis de granit, les Shiras. Quel est le phénomène qui a formé ces gigantesques éboulis? Alors les Shiras, ce sont des grands tabliers de blocs, et dans le Pilat, ce sont donc des tabliers de blocs qui recouvrent tous les crêts les plus élevés sur les deux versants, versant sud et versant nord. Ils recouvrent une très large surface de ces versants. Par endroits, le Shiras est complètement dénudé, il forme des clairières à l'intérieur de la sapinière. En d'autres lieux, au contraire, les arbres ont poussé au milieu des blocs et le Shiras est complètement couvert par la forêt. Et cela dépend essentiellement de l'épaisseur de cette couverture de blocs. Lorsque on a une couverture qui est relativement mince, autour de 1 mètre, 50 cm, les arbres se sont enracinés et donc la forêt a pu se développer. En revanche, dans un certain nombre de secteurs, dans des ravins en particulier, où l'épaisseur des blocs peut atteindre 5, 6, 7 mètres, les arbres n'ont pas pu s'enraciner et on a effectivement un Shiras nu. Et ces secteurs dénudés peuvent s'étirer depuis les sommets jusqu'à basse altitude, jusqu'à 600 ou 700 mètres. Ça peut former des langues parfois de plusieurs kilomètres. Dans le secteur de Saint-Sabin, sur le versant sud, il y a un Shiras particulièrement long qui prend naissance autour de 1300 mètres et qui descend jusqu'à 500 mètres d'altitude à peu près en 3 kilomètres. Au XVIe et XVIIe siècle, on a cru que la foudre avait frappé les hautes falaises du Pilat, cassant d'un seul coup la roche et formant ainsi les nombreux éboulis de granit pesant des millions de tonnes. Cependant, aujourd'hui, on a compris que ce phénomène est un processus extrêmement lent, qui est dû à la glaciation du Quaternaire. Les grands froids ont fissuré et fragilisé les roches, et à travers des milliers d'années de glaciation, les roches, une à une, sont tombées. Aujourd'hui, sur tout le massif, peu de hautes falaises restent intactes. Donc, les Shiras ont été créés pendant des périodes de grand froid, et le hasard fait qu'aujourd'hui, ces zones de granit sont des micro-écologies froides. L'intérieur des Shiras forme effectivement un milieu qui est particulièrement froid. C'est un microclimat. L'air froid est piégé entre les blocs
et il stagne dans l'intérieur du Chira pendant tout le printemps jusqu'à une partie de l'été. Des études qui ont été faites dans d'autres formations agroblocs, pas ici, mais dans d'autres régions comme le Jura, ont montré qu'on pouvait trouver de la glace encore à l'intérieur des formations agroblocs presque jusqu'au cœur de l'été. Et dans les Chiras, la neige subsiste effectivement plusieurs semaines entre les blocs alors qu'elle a fondu sur du versant et qu'il n'y a plus de neige. Le paysage qu'on a effectivement là sous nos yeux, c'est un paysage qui s'est formé il y a 10-15 000 ans à peu près, peut-être même avant, et depuis, à part le développement de la végétation, le paysage n'a pas évolué. Celui que nous avons sous les yeux, c'est un paysage qu'on appelle hérité, c'est-à-dire qui s'est formé il y a de nombreuses années et qui n'évolue peu ou plus, à part bien sûr lorsque l'homme a modifié par l'activité agricole, mais autrement c'est effectivement quelque chose qui est assez figé. Le paysage qu'on a dans la nature, effectivement, très souvent, il y a un temps dans l'évolution des phénomènes naturels qui n'est évidemment pas celui de la vie humaine et même de l'histoire. Ces paysages fossiles nous aident à mettre en perspective l'échelle phénoménale, pas seulement des aires géologiques, mais aussi comparativement l'échelle de l'évolution du vivant. Les vents venant d'autre part poussent l'hiver plus loin. Lentement au début, la vie se réveille. Les paysages reprennent de la couleur. La saison vigoureuse est de retour et l'énergie du vivant surgit de toutes parts. Pendant la course du printemps, l'instinct non seulement de survie mais aussi de se multiplier devient l'urgence. De nouvelles lumières s'épanouissent, de nouvelles odeurs surgissent, les mouvements animaux s'accélèrent. Une croissance confuse en ce moment fou devient la loi de la jungle. Notre humanité fait-elle toujours partie du monde naturel ou pas ? L'entité du printemps se développe davantage. Telle est la convergence de ces énergies. Je finis par voir un seul macro-organisme. La symbiose d'un milliard d'improbabilités respire. Ici, parmi cette harmonie chaotique, je me laisse envahir. J'en fais partie. Ici, je ressens que nous sommes. Je pars plus haut, plus loin. Depuis quand ces pâturages à 750 mètres d'altitude sont-ils cultivés ? Je découvre un chemin et, aussitôt, je le quitte. Venant de l'instinct du printemps, surgit une bataille de sons, la musique animale. Et parmi l'effervescence, dans une clairière, le miracle d'une fleur silencieuse. La forêt ici est contrôlée et cultivée par l'homme. Cependant, après que les bûcherons aient emporté le bois, la nature reprend place, ensuite, dans sa clairière. Je remarque des traces de sangliers, chevreuils et martres d'épins, et des insectes printaniers en plein délire. Peu après, je suis étonné de remarquer une série de murailles qui sont aujourd'hui en grande partie effondrées et dévorées par la végétation. Les gens d'autrefois vivaient ici même,
dans ces quelques bâtiments désormais oubliés par le temps. À quelle période ont été construits ces bâtiments? Et qui habitait en ces lieux? Depuis quand sont-ils abandonnés? Cent mètres plus loin, je découvre un large rocher de granit qui a été creusé en plein cœur, en forme de cube parfait. Une petite muraille clôture le quatrième côté. Était-ce une cachette secrète des agriculteurs de l'ancien hameau plus bas? Ou cette cavité énigmatique serait-elle une petite tombe, elle aussi oubliée par le temps? Vers 900 mètres d'altitude, mon chemin croise une route ancienne. Était-ce un fragment survivant d'une route originale qui amenait vers le hameau? C'est juste après que je trouve un vaste schirat magistral. Cet endroit rocheux demeure non touché par l'homme et reste véritablement sauvage. Je reste un moment parmi le chaos rocheux. Un endroit magique qui reste inchangé depuis au moins 15 000 ans. Dans de nombreux ravins du versant est, on trouve le vignoble de Côte-du-Rhône et Malval. C'est en l'an 1107 qu'on trouve les premiers écrits concernant Malval. C'est ici, dans ce village, bâti dans les gorges de cette mauvaise vallée, qu'a été converti Renaud de Forez en baron de Forez en 1324. Le baron a construit son château ici même et a fortifié ensuite le village. Au XVe siècle, la population de Malval s'élève à 2000 habitants, avant de rentrer dans un déclin progressif. Au début de l'été, j'arrive sur le versant ouest du massif. À cet endroit, les collines granitiques fusionnent avec les strates magmatiques du Volais et du Vivarais. Un peu plus haut, je découvre ce qu'on appelle une péniplaine. Un étonnant environnement où sapinières et terrains agricoles s'entrelacent avec un paysage sauvage. Cet océan ondulé plane à 1100 mètres d'altitude. J'aime cet endroit. Il y a une pureté dans l'air, de la fraîcheur et de l'espace. C'est sur ce vaste territoire nommé plateau de Chaussite que l'on découvre la magnifique tourbière de Gimel, une écologie rarissime qui flotte sur un coussin d'eau. Une tourbière, par définition, est un environnement humide où toute végétation ne se décompose pas, ou peu, mais s'empile progressivement, se transformant en tourbe. C'est un écosystème qui contient une flore très particulière. Je me demande quel âge a cette petite écologie complexe. Peut-on estimer l'âge d'une tourbière comme celle-ci, ici, à Gimel? Alors les datations que l'on a pu faire, on a pu dater à la base, dans la partie centrale de la tourbière, on a trouvé des âges de l'ordre de 8500 ans avant aujourd'hui. C'est confirmé parce qu'il y a eu ensuite une étude de toute la colonne de tourbe, par une collègue qui étudie les pollens des plantes qui se conservent dans la tourbe.
La succession des formations végétales qu'on a pu observer montre bien que cette date est juste, puisque les formations végétales de cette époque ici à Gimel sont bien comparables à celles que l'on observe dans tous les massifs autour, puisqu'il y a eu beaucoup d'études sur l'histoire de la végétation dans toutes les montagnes alentour. Et comme végétation, nous trouvons surtout des mousses caractéristiques, comme des sphinges, mais aussi des linégrètes, et parfois même des plantes carnivores, les rossalis à feuilles rondes. On estime qu'en moyenne, une tourbière, pour qu'elle apparaisse dans le paysage et qu'on se rende compte qu'il y a vraiment un écosystème nouveau, on estime, ce sont des estimations, mais les scientifiques estiment qu'ils font environ 400-500 ans. Hein. Voilà, c'est un ordre de grandeur. Ça dépend des paramètres climatiques, géomorphologiques, hydrologiques. Mais en gros, c'est quelques centaines d'années avant que véritablement on ait une couche de tourbe et qu'on puisse dire « Ah, là, on n'a plus un pré à jonquilles, mais on a une tourbière ». Et c'est relativement rapide à l'échelle, effectivement, des temps géologiques. Hein. La période glaciaire, elle se termine autour de 11 500 avant aujourd'hui. Le climat met quand même un peu de temps à se réchauffer et c'est véritablement à partir de moins 10 000, moins 9 500 que le climat devient beaucoup plus doux et surtout beaucoup plus humide. Et du coup, ça déclenche la mise en place de ces écosystèmes. Les couches de tourbe s'empilent l'une sur l'autre. On peut étudier les environnements qui se sont succédés au fil du temps en fonction des différents climats. Le présent, ici, est directement enraciné dans le registre du passé. Tout est connecté. Dans une autre montagne non loin et connectée au massif du Pilat, Hervé Cubizol et ses étudiants font du carottage dans une autre tourbière. La terre est tellement meuble ici qu'on peut descendre dans la profondeur et alors dans le temps au-delà de la première tourbe et extraire un échantillon de glaise venant d'un lac fossile qui existait bien avant l'écologie visible d'aujourd'hui. Quand une multitude de scientifiques convergent leur savoir, par exemple écologistes, botanistes, géologues et climatologues, on peut commencer à déchiffrer le temps profond de l'évolution de nos terres et la nature de notre monde. Avec la compréhension de l'équilibre de cette évolution du vivant, qui change et s'adapte au fil des millénaires, nous avons la visibilité de l'interaction du monde vivant avec des changements de climat naturels. À 8 mètres de profondeur, on trouve une couche de retombées volcaniques qui, après étude, nous révèle qu'elle date d'environ 13 200 ans. Alors là, on a des retombées volcaniques. On sert pour reconstituer l'histoire du climat et puis on cherche l'arrivée des premiers agriculteurs. Ces retombées proviennent d'une éruption volcanique des Puys d'Auvergne. Retombées qui ont, en ces temps lointains, aussi parsemé le massif du Mont Pilat. Sur le versant nord du massif du Pilat, cette forteresse imposante remaniée au XVIIe siècle était au départ un monastère. Dans cette enceinte, les premières habitations religieuses datent de 1281. Les cellules des pères avaient été conçues pour une vie monastique austère. Coupés de leurs voisins, la vie pour les religieux était une vie de contemplation et d'isolement absolu.
travers 8 siècles, combien de religieux ont-ils vécu à l'intérieur de ces murs? Et combien ont-ils franchi ce petit pont de pierre sur ce ruisseau? Ce village original de Sainte-Croix-en-Jarret reste aujourd'hui une perle historique parmi les collines. Au cours de l'été, je me trouve au cœur du massif. Une canicule frappe toute la France, et même ici, à 1000 mètres d'altitude, pas un souffle de fraîcheur. Pas de pluie depuis des semaines et des semaines. Les graminées brûlent, et ça dure. Un environnement tel une tourbière sera sans doute abîmé par de telles chaleurs anormales et surprenantes. C'est à ce moment justement où la première fraîcheur enfin arrive que je retourne à la tourbière de Gimel. Cette petite écologie fragile qui était d'un vert fluorescent il n'y a pas si longtemps est désormais transformée pour devenir un monde remarquablement doré. Cette écologie qui a 8500 ans d'âge, survivra-t-elle à de telles bascules climatiques? Une tourbière qui a 8, 9, 10 000 ans, elle a connu d'autres périodes sèches, elle a connu d'autres saisons sèches, évidemment. Donc ce sont des écosystèmes qui ont une certaine inertie. Ce n'est pas une année sèche, ou même 2 ou 3, qui vont bouleverser l'écosystème complètement. Ça ne les empêche pas de continuer leur évolution. Mais à partir du moment où l'homme les a fragilisés, il est évident qu'une année sèche comme ça, et a fortiori s'il y en a 2 ou 3 qui se suivent, ça a un impact qui peut être assez catastrophique. Effectivement, ça peut effectivement, si ça se répète trop, changer complètement l'écologie du système. Cette année, ça ressemble beaucoup à 2003. On avait eu un peu la même situation. Alors, l'impact sur ces écosystèmes, beaucoup des tourbières de nos régions ont été perturbées par l'action humaine, notamment le drainage, le pâturage. Mais ces perturbations, elles sont parfois très anciennes, puisque le développement du système agropastoral dans notre région, ça commence il y a entre 6 et 7 000 ans dans la plaine du Forez. Et en montagne, dès moins 4 000, on a déjà des indices très forts de population d'agropasteurs. Donc les tourbières ont été quelque peu modifiées et du coup, effectivement, elles sont beaucoup plus sensibles à des aléas climatiques comme la sécheresse de cette année qu'une tourbière qui serait complètement naturelle, dont l'hydrologie ne serait pas affectée. Depuis des millénaires, l'homme a une interaction avec le monde sauvage, coupant les forêts pour créer des clairières et changeant accidentellement des écologies. Dès le début de l'agriculture, l'homme a même dévié des cours d'eau naturels. L'impact humain à travers de nombreux siècles a fragilisé aussi les tourbières des moyennes montagnes. C'est essentiellement à certains endroits de haute montagne, comme ici dans les Alpes françaises, que l'homme a le moins dérangé l'équilibre naturel. Impossible de cultiver sur de telles topographies. Ici, l'eau suit toujours son ruissellement naturel. Cependant, depuis au moins 5 ou 6 000 ans, l'homme semi-nomade a pratiqué la transhumance dans ces montagnes. Sur le massif du Mont Pilat, ce berger, M. Cotte, descend ses bêtes de 1200 mètres d'altitude vers des pâturages plus cléments pour l'hiver. La descente des troupeaux est un marqueur du temps. L'année avance. À certains endroits, notamment au versant sud, les arbres portent les feuilles mortes comme si c'était déjà l'automne. Ici, les premières pluies soulagent les végétaux et les font sortir de la fournaise infernale de l'été.
Un peu plus tard, de nouvelles feuilles reviennent même, avant le crépuscule estival. Avant que l'automne s'installe, et dans la décomposition végétale, surgit vigoureusement une autre forme de vie. Les étranges et curieux fungi sont de retour. L'automne, saison charismatique avec une esthétique incroyable. Je suis ici, non loin du sommet, dans un endroit qui reste à ce moment de l'année bien souvent dans les nuages. Cette partie haute du massif est considérée comme un espace nordique, pas du fait de son altitude, mais espace nordique à cause de son climat rude. Dans ces environs, l'été indien est rarissime. Autrefois, sur ce massif, il pouvait neiger dès le mois d'octobre, et la neige pouvait perdurer jusqu'au mois de mai de l'année suivante. Qu'en sera-t-il avec le changement climatique accéléré que nous vivons? Dans cet espace nordique, telle une fusée préparée et ciblée pour Mars, se dresse l'antenne du crêt de l'Oyon. Cet émetteur de 80 mètres a été installé ici il y a 64 ans, et il surplombe un endroit rocheux appelé le pic des Trois Dents. Mon exploration ne nécessite ni carte ni boussole. Ma piste est plutôt irréelle et un peu spirituelle. Il suffit simplement de se laisser guider par l'ancienne montagne. Avec cette escapade, je suis à la recherche des reliques du monde sauvage, des petits micro-mondes où la magie de la nature persiste toujours. En montagne, chaque jour amène un nouveau temps. Chaque jour, le visage de cette colossale sentinelle change. De nos jours, il n'y a que dans des endroits reculés que la nature peut briller pleinement à sa guise. Cependant, nous ne sommes pas obligés de faire une grande distance pour respirer dans ces endroits peu altérés. Car dans les régions montagnardes, l'entité naturelle non endommagée persiste, particulièrement sur les pentes que l'homme n'a jamais exploitées. On traverse difficilement un chaos d'éboulis de Shira. Le pic des Trois Dents, entouré par ces éboulis de granit, est alors une forteresse naturelle extraordinaire. Ce coriace monticule est régulièrement assiégé par les griffes des grands froids et par des tempêtes furieuses. Cependant, ce bastion demeure ambassade du massif du Mont Pilat, car depuis des millions d'années, les Trois Dents résistent aux assauts météorologiques extrêmes et aux assauts du temps. Sur ces falaises, des groupes préhistoriques, dès l'âge de bronze, sont venus il y a environ 4500 ans. Ici même, je vois les petits groupes parmi ces rochers, avec une telle clarté que je distingue même leur visage. Ici même, je profite du panorama, tout comme ces groupes épars devaient scruter l'horizon. Ici même, je suis chez eux. Interactivement avec les Trois Dents, ces peuples ont laissé une trace, une double muraille en pierre. À l'intérieur de ces murailles, il y avait probablement une habitation rudimentaire. Et là, les ruines de leur mur extérieur. À ce jour, aucune fouille archéologique n'a été entreprise. Mais le peuple du Rhône était bel et bien là. À quelle culture appartenaient ces gens? Néolithique? Possible. Âge de bronze? Probable.
Sur ce site magistral, l'eau surgit miraculeusement de la falaise et remplit même une petite cuvette. Il y a environ 4500 ans, ou même avant, c'étaient sans doute des agropastoralistes qui vivaient là, le temps d'une saison. La transhumance était déjà une façon de vivre. Depuis cet endroit, on aperçoit d'autres sommets sur lesquels avaient été bâties également des doubles murailles défensives. Sur ces emplacements stratégiques, les bergers, à mon avis, surveillaient les troupeaux pendant la belle saison. Peut-on qualifier de naturel un peuple qui vit au rythme de la nature, pleinement interactif avec son monde sauvage? Aujourd'hui, notre évolution sociale est-elle un progrès? Sommes-nous toujours connectés à la nature? Il me semble que la question n'est plus de comprendre où est notre place dans le monde naturel, mais de savoir où est la place de la nature dans notre monde. J'avance dans la neige en plein automne. Je trouve encore des signes d'abandon. Et nos objets laissés, figés et congelés par les temps qui passent. Dans ce monde silencieux, tu par un manteau de froid, je découvre des paysages qui attendent l'arrivée d'un artiste peintre, avec des lignes convergentes guidant le trait de son pinceau. La forêt de hêtres, dorée, truffée de mousse et saupoudrée de flocons de cristaux. Ici, autrefois, les chasseurs de l'âge de bronze affrontaient loups et ours bruns. J'arrive à Saint-Sabin, un autre îlot rocheux face au pic des Trois Dents. Ici, encore une enceinte en pierre, qui est sans doute contemporaine des vestiges des Trois Dents et beaucoup plus ancienne que la petite chapelle moyenâgeuse qui se trouve juste à côté. À cet endroit vivaient probablement d'autres membres du même clan que celui des Trois Dents. Je trouve les fondations en forme circulaire, peut-être une de leurs habitations. Ces fondations soutenaient-elles une hutte ronde? Ici encore, des fouilles archéologiques nous amèneraient des réponses objectives. D'autres sites semblables ont été identifiés dans la région et, comme celui des Trois Dents, plusieurs sont visibles de loin. Comment les anciens comprenaient-ils leur monde, ici en altitude? D'une façon spirituelle et entourée de magie naturelle? L'hiver est déjà installé et les Trois Dents deviennent non accessibles. Les éléments hostiles assiègent à nouveau les sommets. La bataille infernale contre le froid est incessante, mais la nature subsiste, malgré les improbabilités. Le temps avance inexorablement et on ne peut s'évader des lois fondamentales. On ne peut que suivre sa trajectoire. La lignée de nos vies est alors un voyage. Je me trouve sur le plateau culminant du massif, à 7h30 du matin, 0 degré, dans une brume givrante. Suis-je seul au monde ? Un monde sans couleur, et justement dans une telle atmosphère, je me sens hors du temps.
les peuples d'autrefois ont arpenté ce plateau. L'humanité a été attirée par les sommets depuis des millénaires et surgissant de ces endroits hors du temps, sont nés leurs mythes et leurs légendes. Voici le Crêt de la Perdrix, sommet venteux du massif du Mont Pilat. Cet éboulis de Chira constitue en effet le point culminant au beau milieu de ce plateau froid où brume et bruyère se mélangent. C'est ici, je suppose, que bien avant que cet amas de granit ne se fracasse, cet ensemble formait une petite falaise, un seul bloc rond, peut-être d'une dizaine de mètres de hauteur. Un tel édifice serait synonyme d'un vrai sommet montagnard, un vrai socle qui marquerait le point le plus haut. Mais en arrivant ici, on a l'impression de se trouver sur un sommet effondré, un sommet fatigué. Ce point culminant fracassé est désormais dévoré par du lichen. Alors je me pose un moment, entouré de cette symbiose prolifique. Il y a ici un buzz fluorescent qui se dégage de ce petit endroit mystérieux. Au-delà du sommet, la brume tourbillonne toujours. Désormais, mon parcours sera de rentrer dans l'invisible, le non-vu et l'inconnu. Ici, dans de telles conditions, à 0 degré et sans boussole, poursuivre mon chemin serait prendre un risque. Je pénètre dans les nuages et découvre une étrange forêt de pins sylvestres nains. Une ambiance inquiétante hante ces lieux. Seul en cet endroit, à cet instant, il est difficile de croire que notre monde se réchauffe. Pourtant, c'est bien une réalité. L'effondrement de certaines écologies est imminent. Alors quel sera le nouveau visage de cet environnement ? Ces arbres resteront toujours de petite taille. Certains pins même rampent horizontalement. Quelques spécimens ont plusieurs siècles d'âge malgré leur petite taille. Progressivement, le givre dégèle et je trouve un havre en plein soleil, un petit endroit exceptionnel. Un endroit secret où je ne serais pas surpris de voir un druide gaulois solitaire en pleine contemplation. C'est seulement en quittant le sentier battu qu'on peut voir ce genre de perles naturelles et tellement éphémères. À cette époque de l'année, les feuilles des myrtilles sauvages se confondent avec les bruyères. Un tapis rougeâtre qui s'ancre à un autre éboulis de Chira. Le substrat devient moins rocheux et plus sédimentaire, et je me retrouve encore entouré par des arbres centenaires, des formes grotesques. Ces sentinelles barrent la route. Ces entités fascinantes semblent synonymes d'une écriture de Tolkien. On pourrait croire même qu'ici fut la racine de son inspiration. Ces êtres magistraux semblent protéger ce qui est pour moi le vrai sommet du massif du Mont Pilat.
car juste un peu plus haut se trouve un promontoire rocheux avec en dessous encore un gigantesque empilement de Chira. Cette masse de granit s'étale sur plusieurs kilomètres. Pour moi, de mon point de vue, ce lieu exceptionnel est le vrai sommet du massif. Pourquoi ? Parce qu'il est spectaculaire. Très abrupte, avec une vue plongeante sur ce qu'on appelle la forêt du paradis, la vue à 360 degrés coupe le souffle. Ce sommet est le crêt de la Chèvre, et il est à peine plus bas que le sommet du crêt de la Perdrix qui se trouve juste en face. Par beau temps, on voit la Haute-Loire à l'ouest, qui se diffuse ensuite jusqu'à l'Ardèche au sud, et la chaîne des Alpes à l'est. Le crêt de la Perdrix est un sommet en forme de colline, un sommet tel qu'on s'y attarde peu avant de reprendre le chemin. Tandis que là, au crêt de la Chèvre, on s'arrête et on se pose. Ici, je suis sur le sommet d'une montagne, pas d'une colline. Combien resterai-je ici ? 4 heures ? 4 jours ? Le temps joue parfois de drôles de tours. Je me demande, quelle est la distance de nos longévités ? Sur le retour, je prends un sentier direction la Jasserie. Une jasserie est un gîte d'altitude. Elles étaient assez nombreuses dans ces contrées, mais aussi dans les monts du Forez. La jasserie du Pilat a été probablement construite au XVIIIe siècle ou fin XVIIe. Quand le temps était mauvais, la cloche autrefois sonnait pour guider les voyageurs éventuellement perdus. Ici, la famille Masson gère la jasserie depuis 1927. Et depuis cette date, un accueil chaleureux est réservé pour tout montagnard. En 1927, aucune modernité. L'histoire en fin de compte, parce quand il est arrivé là, quelques années après, il a fait son livre. Il a écrit toute l'histoire des passés qu'il avait eus, de son temps, et puis comment la jasserie était, comment elle était, comment on vivait. Il n'y avait pas de chauffage, il n'y avait pas d'électricité. Ils sont arrivés ici, il n'y avait rien. Il y avait les bâtiments, soi-disant, autrefois ici. Et quand ils sont arrivés, il y avait quand même un petit restaurant, une petite auberge. Ça faisait déjà... ils étaient précurseurs quand même. Mais les gens montaient à pied, ils montaient avec des calèches, ils montaient... C'était quand même... À cette époque, c'était comme ça. Autrefois, il y a des petits paysans qui avaient des bêtes de 8-10 vaches. Ils étaient 2 à vivre dans la maison, ils coupaient leur bois pour vivre. C'est pas le même rythme que maintenant, d'avoir un stress permanent, de toujours aller plus vite, et les gens prenaient plus le temps de vivre, se côtoyer. Ils parlaient plus ensemble, pas plus le temps. Et puis dans la forêt, pour couper les bois dans la forêt, ils allaient avec leurs bœufs. Moi j'ai vu ça quand j'étais gamin, j'étais avec un gars qui s'appelait Lucien qui travaillait ici, c'était un commis. Et il coupait les bois et il partait avec ses bœufs le matin. Il allait sortir ses bois, il tirait 2 ou 3 arbres le matin, il faisait pour le bois pour la cheminée. Il vivait tranquille. C'était pas le même rythme que maintenant, mais rude quand même. Hein. C'était difficile quand même. Hein. Mais il ne connaissait pas autre chose en fin de compte. Quand on était gamin, on ne connaissait pas d'autres conforts. On n'avait pas de chauffage, on avait que la cheminée pour se chauffer. On allumait la cheminée le matin, on s'occupait des bêtes le matin, on faisait le pinçage, comme on disait, on s'occupait leur donner à manger, tout ça, aux vaches et tout ça. Et voilà, puis on avait un petit feu de cheminée, un feu de cuisine, un fourneau. Et on faisait l'eau chaude avec le fourneau bouilleur à l'époque. Et on allumait aussi le matin, on faisait la cuisine dessus. Puis le soir, on se mettait autour du fourneau, il n'y avait personne le soir. Il n'y avait pas de tourisme, il n'y avait rien. À part le samedi soir, puis le dimanche. Mais on se mettait autour du fourneau pour avoir chaud. On faisait des châtaignes, on faisait des pommes de terre. Les pommes de terre, on les faisait à la braise, aussi dans la cheminée. On mangeait du fromage blanc avec, la salade, je sais pas, on se contentait.
Voilà, c'est comme ça. C'est la lutte tranquille et naturelle. Ouais. Depuis plusieurs siècles, des voyageurs sont venus ici, y compris Jean-Jacques Rousseau, et un autre grand penseur qui mérite aujourd'hui d'être connu au-delà de la sphère régionale, c'est le naturaliste stéphanois Aléon Dulac, tous ayant séjourné ici même. Soi-disant, les jasseries, autrefois, il y a pas mal d'endroits. Il y en avait aussi du côté de Chalmazel. Il y avait des jasseries partout, en fin de compte, dans les montagnes, comme ça. Ces endroits, ils faisaient des fromages. Ils faisaient leurs produits. Quand la montagne porte sa couverture de neige, un monde jovial se réveille. Il y a une centaine d'années, les bourgeois venaient ici pour faire du ski. Plus tard, on installe des tire-fesses, plus tard encore, ils sont abandonnés. Et comme ailleurs, les objets délaissés par l'homme s'effondrent et très lentement sont absorbés et dévorés par l'environnement. Dans notre jardin d'Éden, je ne cesse d'être émerveillé. Comment définir, par exemple, le vent ? Quand cette force invisible joue avec des nuages, on l'aperçoit avec toutes ses contradictions. Ce qui me fascine surtout, ce n'est pas la montagne en soi, ce monticule de granit inerte, mais c'est la présence du vivant, avec toutes ses facettes improbables, incroyables. Du vivant s'infiltre partout, tout simplement, la vie est. Il y a encore un espoir pour l'avenir du monde naturel, car il a la faculté de réplication, d'adaptation, de diversification malgré l'interaction humaine. La magie de l'évolution par sélection naturelle est une règle du monde sauvage. Et à certains endroits reculés, l'esprit énigmatique du vivant danse toujours. Les vents du temps nous amènent de nouveaux changements. Il est temps pour moi d'aller ailleurs.